vous. Gianni Infantino dans la tourmente, le président de la FIFA fait marche arrière toute. On oublie son projet d'ouvrir les compétitions aux investisseurs privés. Mais est-ce que cela suffira à calmer le jeu? L'UEFA le met à l'amende. Le patron du foot mondial va-t-il être poussé vers la sortie? On en débat avec mes invités. Bonsoir Nicolas Xismartov. Bonsoir. Vous êtes journaliste à SoFoot. Vous signez Latéral Gauche, figure du foot politique. C'est chez Libertalia. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Will Biacob. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'African Sports and Creative Institute. Voilà, vous allez nous expliquer un peu, mais je vous en prie. Et enfin, Karim Baldé en vrai, et non pas entre deux avions, ça me fait un petit choc. Bonsoir Karim. Ça fait plaisir de revenir ici. Bonsoir Estelle. Bonsoir, vous avez été notre envoyé spécial pendant tout ce mondial de football et vous êtes évidemment journaliste sportif. Alors la nouvelle, elle est tombée très tard dans la nuit de vendredi. Gianni Infantino a annoncé qu'il renonçait donc à ce projet très controversé, celui de privatiser des parts de la Coupe du Monde. On voit ce qu'il a écrit. Notre objectif a toujours été et sera toujours d'unir et de progresser. La proposition ne sera donc pas retenue. Proposition qui a été faite mardi dernier. Nicolas Xismartov, il n'avait plus le choix, Gianni Infantino. En fait, d'abord, il faut préciser une chose, on n'assiste pas à une révolte, ni à une révolution, ni à une reprise en main, ni à rien de tout cela au sein de la FIFA. Simplement, c'est un effet pervers, un espèce de boomerang qui lui revient et à vouloir toujours parier sur l'argent et plus d'argent, il s'est retrouvé face à un UEFA, qui est la Confédération européenne. L'Europe, c'est le cœur économique et sportif du football mondial aujourd'hui. Donc si l'UEFA, comme elle l'avait annoncé, boycottait la Coupe du Monde, sa société sportive ne servait plus à rien parce que personne ne voudrait investir pour une Coupe du Monde au rabais. Donc il a vécu quelque chose de très simple, c'est que sa logique s'est retournée contre lui et il a été obligé, entre guillemets, pour l'instant, de faire un pas en arrière. Je pense, il s'attendait pas à ça. Il a vraiment fait du Donald Trump. C'est je veux, j'impose et maintenant vous êtes gentil, vous obéissez. Ça n'a pas fonctionné aussi simplement parce que pour le coup, c'était pas un congrès de la FIFA où on promet des millions et des millions à toutes les fédérations. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et l'UEFA lui a juste rappelé qu'eux aussi avaient des armes de destruction massive pour s'imposer. Alors effectivement, l'UEFA a dit ça, mais effectivement, puis ça n'a pas été la seule. La CONCACAF aussi, nord- et centra-américaine, la FC asiatique, eux aussi, ils ont dit non, non, non. Mais tout le monde n'était pas aussi, n'avait pas un avis aussi tranché. On va écouter Monsieur Atoumane, qui est donc je vais y arriver, Saïd Atoumane, qui est président de la Fédération des Comores. Il était interviewé par Lise-Laure Etia dans notre journal Afrique. On l'écoute. On nous propose de passer à 20 millions de dollars jusqu'à la possibilité d'aller à 40 millions de dollars. Après, bien sûr, nous voulons de la transparence dans le processus. Nous voulons conserver les valeurs du football. Et donc, mais on ne peut pas nous proposer un tel projet et ne pas l'examiner. Voilà, ne pas l'examiner. William Jacob, vous faites le lien entre le sport et l'argent. Ça vous a choqué, cette proposition de Gianni Infantino ? Honnêtement, pas du tout. En quelques chiffres clés, déjà, qu'est-ce que c'est la Coupe du Monde ? 10 milliards de revenus prévus, ils en ont réalisé 15. 40 milliards de dollars d'impact sur l'économie, les PIB des différents pays, les 3 pays, et plus de 825 000 emplois créés, direct ou indirect. Donc c'est complètement monstrueux et je pense que la proposition d'ouvrir la FIFA et donc la Coupe du Monde à des investisseurs privés, finalement c'est juste une tendance et il y a plusieurs exemples qui le prouvent. CVS par exemple, CVS qui a fait un accord avec la Liga, 2,7 milliards pour les droits télé. Je pense à Redbird Capital, Sixth Street qui est une entreprise américaine pareil qui a des investissements notamment au Real Madrid, et puis plus proche de nous, je pense à Cyril Gane, qui est un athlète actif, qui a également créé sa structure qui s'appelle Lori Six Venture. Donc ce qu'on est en train de comprendre, c'est que l'implication des fonds d'investissement dans le sport, ça date d'il y a des décennies et ça va continuer encore et encore. Donc c'est une dynamique pour vous qui va de toute façon se mettre en place. Juste faire réagir Karim Baldé, parce que c'est vrai que moi aussi, d'un point de vue totalement, alors je ne suis pas une spécialiste comme vous de football, mais quand on dit que le football n'est pas à vendre, certes, mais enfin il rapporte beaucoup et on voit que ça brasse des millions, voire des milliards. Donc est-ce que c'est si choquant ? Ce qui est choquant, c'est d'une part la méthode, parce que Gianni Infantino nous a fait croire que c'était un processus démocratique. Je cite les propos de sa vidéo d'il y a quelques jours, alors qu'en réalité non, il fait à la Donald Trump, c'est-à-dire qu'il veut, donc il impose et il met tout le monde devant le fait accompli, les confédérations comme l'UEFA, mais aussi les fédérations nationales. Même le président de la Fédération française, Philippe Diallo, a dit ne pas avoir eu idée de ça avant
la publication de ce fameux projet. Donc la méthode a choqué. Après, sur le côté, le football est à vendre, bah oui, ça rapporte beaucoup d'argent. Et d'autant plus qu'on étend les compétitions. La Coupe du Monde évidemment, mais la Ligue des Champions européenne aussi. On fait de plus en plus de matchs, donc de plus en plus de revenus télé, donc de plus en plus d'argent, de plus en plus de billetterie. Donc bien sûr qu'on va vers ce mouvement-là. Après là, j'ai l'impression que le président de la FIFA a voulu pousser son avantage et voir jusqu'où il pouvait aller. Sauf que là, cette fois-ci, ça a bloqué. Ça a bloqué. Alors j'aimerais avoir votre explication. Ce sont nos confrères britanniques qui ont sorti l'information avec cette photo d'Arsène Wenger, une figure du football, l'accusant de traîtrise. Il n'aurait rien dit contre ce projet. Qui ne dit mot consent. C'est ça qu'on reproche aujourd'hui à Arsène Wenger ? Alors d'abord, il faut comprendre la place et le statut qu'il a en Angleterre. C'est une des figures les plus respectées dans ce football anglais, comme Jürgen Klopp a pu l'être à un moment en Allemagne. Toutes les idoles sont appelées à tomber. Mais je crois surtout qu'il faut comprendre quelque chose. La FIFA, comment elle fonctionne, et surtout elle fonctionne sous Infantino, comme ça a été dit et répété, c'est une décision qui a été prise par un seul homme, peut-être avec un petit groupe de personnes, voire quelques échanges avec les fonds concernés éventuellement, dont apparemment liés à la famille Donald Trump. Oui, et je doute beaucoup que Arsène Wenger a été mis dans le secret de la confidence, parce qu'il n'est pas assez important, notamment sur ce terrain économique. Il n'est pas une personne pauvre ni mal payée à la FIFA, mais il n'est pas dans ce registre-là. Après, effectivement, on s'attendait qu'il y ait des figures morales, parce qu'on a cette espèce d'illusion autour du football et de la FIFA, qu'il y a encore un peu d'éthique, qu'il y a un peu de valeur, qu'il y a un peu de repères de cet ordre-là. Donc on s'attend que des figures, et c'est quelqu'un de très respecté dans le monde du football, même quand il propose des choses un peu bizarres pour changer les règles, on l'écoute quand même. Juste, je voudrais faire un petit point sur le camarade président de la Fédération du Comore. Je vais rappeler que la FIFA a d'énormes réserves qu'il pourrait utiliser pour aider des petites structures comme la sienne à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Mais c'est un peu ce que vous défendez, c'est-à-dire qu'en fait, ces millions, ces milliards et ces millions, ils pourraient aider des fédérations qui sont moins bien dotées que celles de l'UEFA. Non, absolument. C'est pour ça que mon camarade dit ici, il y a des fonds disponibles. A priori, les Africains, en tout cas, si je prends la perspective africaine, ne disposent pas des fonds qu'ils ont besoin. Mais vous savez, Estelle, et Karim l'a dit tout à l'heure, effectivement, Grantin, il y a un problème méthodologie. Effectivement, il n'a pas consulté, il n'a pas vendu, il n'a pas socialisé, comme j'aime à le dire, il n'a pas socialisé l'idée. Mais au-delà de tout ça, ce que cette histoire met en lumière, c'est, entre guillemets, un jeu de dupes. Au-delà de la bataille des égos, de la guerre d'influence, des alignements d'intérêts, ce qu'on réalise, c'est que la FIFA n'a d'association que le A dans FIFA. En réalité, la FIFA est une organisation internationale qui est drivée par les revenus, à l'instar de la NBA, National Basketball Association, qui est une entreprise qui est là pour faire de l'argent. Maintenant, la grande contradiction, c'est de savoir, est-ce que la FIFA, qui aurait officiellement une association de loi suisse, fonctionnant dans un paramètre totalement capitaliste, mercantile, est-ce que la structure qu'elle a aujourd'hui, la gouvernance, l'hyper-présidence, est-ce que c'est logique? Est-ce que tout ça, ça ne nous fait pas dire en réalité qu'il y a besoin d'une énorme réforme complète de la FIFA et peut-être, comme l'a dit Infantino, scinder les deux activités. Première activité, service public. Donc accompagner les fédérations, faire en sorte que le sport amateur se développe, construire des infrastructures avec FIFA Forward, développement du sport féminin. Et puis de l'autre, une autre entité qui va être complètement dédiée à la commercialisation des droits. Voilà, alors peut-être une réforme de la FIFA, mais en attendant, l'UEFA va plus loin puisqu'elle avait menacé de boycott, vous l'avez dit. Elle dénonce un projet miteux, opaque, fomenté en coulisses. Et Gianni Infantino a perdu la confiance de l'instance européenne. Est-ce à dire que là, il est menacé, Gianni Infantino, parce qu'on rappelle qu'il y a des élections en mars 2027 et qu'il était le seul candidat. Karim. Je ne sais pas s'il est menacé. En tout cas, c'est quand même un sacré revers, parce que dans les mots utilisés par l'UEFA, et c'est ce qui m'a marqué dans toute cette séquence, c'est la violence des mots. Dès les premières informations du Times, l'UEFA a tout de suite réagi. Et on a eu l'habitude parfois de voir des communiqués plus polissés que ça. Là, vraiment, les mots étaient extrêmement forts. Et après la volte-face de Gianni Infantino, on sent quand même qu'Alexander Čeferin, le président de l'UEFA, veut pousser aussi son avantage, tant qu'il l'a, pour essayer de mettre de côté Gianni Infantino. L'UEFA se pose un peu en défenseur du football noble, ce qui est assez drôle quand on voit que l'UEFA est aussi une organisation qui génère beaucoup d'argent, mais pourquoi pas, on va dire. Après, est-ce qu'on a un autre candidat que Gianni Infantino? Pour l'instant, pas vraiment.
Et donc, comment peut se passer un après Infantino? Pour l'instant, on n'en sait trop rien en réalité. Donc, est-ce qu'il est vraiment menacé à court terme? Moi, je ne le pense pas. Vous ne pensez pas, et vous, est-ce que vous le pensez? Je ne pense pas à court terme parce qu'il faut déjà, même s'il y avait une demande, je ne sais plus quel est le processus, c'est dans 3 mois, il va y avoir un congrès. Je rappelle quand même par exemple, que M. Philippe Diallo avait annoncé qu'il voterait pour Gianni Infantino aux prochaines élections. Et donc, on est dans ce cadre. Après, ils ont tous découvert à un moment que là, franchement, c'est vraiment une question de méthode. C'est qu'est-ce que tu nous fais là? C'est un moment, tu nous prends pour qui? Je pense que c'est vraiment comme ça s'est joué. Donc Gianni Infantino n'est pas menacé parce que la FIFA n'est pas démocratique, parce que la FIFA fonctionne comme une multinationale qui redistribue quelque part ses fonds, ses bénéfices à des actionnaires qui sont les présidents de fédérations. Et pour le coup, là, l'Europe est, entre guillemets, et je mets des guillemets, minoritaire sur ce terrain-là. Je répète, ce qu'on vient de vivre, c'est juste qu'elle a rappelé qu'elle était le cœur économique et que la valeur de son produit, du produit football, on va parler en termes marketing, c'était aussi important pour essayer de continuer à le vendre de manière intelligente, ce qu'Infantino a un peu oublié. Mais sur le terrain, comme il a été rappelé, le monde est un peu plus grand que l'Europe. Et donc, pour l'instant, lui, il a toujours juste appuyé sur cette dimension-là. Et pourtant, les Anglais ont commencé à faire des pronostics. Alors déjà, eux, ils vont beaucoup plus loin, les médias anglais. Ils font des pronostics surtout. Non, mais non. Alors là, c'est Sky News qui dit que les statuts de la FIFA prévoient qu'il suffit que 20% de ses membres, soit 43 pays, donc si je ne m'abuse, il y en a 55 à il y en a 55 l'UEFA, donc ça pourrait le faire. Bon, après, c'est vrai que c'est juste, comme vous le dites, les Britanniques aiment beaucoup faire des paris, mais ça serait possible de le pousser à la démission. De faire demander une audition, c'est ça. Je pense qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est que 43 membres, donc associations, doivent venir ensemble pour mettre une motion, entre guillemets, de défiance. C'est ce que vous voulez dire. Et lorsqu'il y a le vote, il faut qu'il y ait au moins 55 personnes pour élire. Je pense que c'est ce que vous essayez de dire. Maintenant, si je puis intervenir par rapport à ce que mes collègues ont dit, moi, il me semble que on va prendre un peu de hauteur et peut-être comparer ce qui se passe d'un point de vue européen, puisqu'on est plutôt finalement eurocentré, avec ce qui se passe aux États-Unis, où Gianni Infantino a passé 3-4 mois de derniers mois. Premièrement, une influence énorme de Trump. On a vu qu'il a remis ce prix de la paix, qui est scandaleux bien entendu. Il a remis ça, il a forcé à faire d'autres choses, le carton rouge est encore un autre scandale, etc. etc. Mais ce qu'il a vu également, à travers cette expérience américaine, c'est que le sport aux États-Unis est abordé totalement différemment. Et donc il veut calquer le même modèle. Alors ouais, mais pourquoi et comment? Est-ce que vous savez aujourd'hui, quelqu'un peut venir aussi, qui est le ministre des Sports aux États-Unis? Est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a pas. Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, parce qu'en fait, lui, ce qu'il voulait, donc dans la nouvelle structure qu'il voulait mettre en place, c'est d'être commissionnaire. Parce qu'en fait, aux États-Unis, la manière dont on gère le sport, on a un commissionnaire, par exemple, le commissionnaire du football américain, qui s'appelle Roger Goodell. Lui, vous savez combien son salaire est de 64 millions. Gianni Infantino touche 6 millions. Roger Goodell, il manage. Quand même, on va pas. Ce qui est, bien entendu, c'est très bien. Donc lui, il voudrait peut-être ce même modèle. Mais juste, exactement. Voilà. Alors j'ai bien compris, mais moi j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur peut-être pourquoi pas d'autres candidats pour cette élection, pour réélection pas de Gianni Infantino, parce que moi j'ai lu que Nasser Khelaifi, le patron du PSG, pourrait le remplacer. C'est vrai, c'est pas vrai ou non? D'après Karim, pas du tout. Je sais pas s'il se sent si chaud que ça. L'entourage proche en tout cas au Paris Saint-Germain, dit que non. Voilà. C'est absolument pas prévu. Et de toute manière, il faut rappeler quelle place il occupe dans l'État qatari. C'est qu'il y a une décision qui ne prendra pas de son propre chef. Et ça sera une décision du Qatar. Je rappelle qu'il y a une situation géopolitique assez tendue dans la région, avec d'autres considérations. Les gens qui pourraient prendre la suite de Infantino, c'est le même format. C'est l'entourage proche, c'est des gens à ce niveau. Lui-même, Infantino est un enfant de Sepp Blatter, qui l'a renié, il l'a trahi, mais c'est un enfant de Sepp Blatter. C'est un monde, de reproduction sociale, c'est un monde d'entre-soi. Il n'y a pas de figure extérieure qui vienne perturber les choses. C'est très, très fermé. Et donc, ce sera quelqu'un d'assez similaire, qui se trouve fera peut-être exactement la même chose que lui, en prenant 1 an ou 2 ans de discussion au préalable avec chacun pour rassurer tout le monde. Et la conséquence de cela, justement, le fait que ce soit des personnes du même sérail qui pourraient potentiellement succéder à Gianni Infantino, c'est qu'on n'aura pas de réforme du football dans tous les excès d'aujourd'hui, notamment les compétitions qui sont trop longues. Pour moi, une Coupe du Monde à 48, pour l'avoir vécu pendant 1 mois et demi au Canada, au Mexique et en Amérique du Nord, je peux vous dire que ça demande des moyens colossaux. Alors, on n'aime pas parler d'environnement. Alors, je vous passe mon bilan carbone, on me le demande beaucoup depuis que je suis rentré. Je n'ose même pas le calculer parce que justement... Aux États, des investissements énormes pour les États. Mais oui, les investissements sont énormes pour les États, pour les villes aussi. On n'en parle pas beaucoup des villes, pour les provinces, pour les organisations régionales aussi. Et c'est surtout le fait que ça, on ne se pose pas la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas dégonfler un peu, revenir à 32 points de Coupe du Monde? Pourquoi pas revenir à 16? On va vers 64. Oui, voilà, je sais bien. Ça, c'est toujours, on va toujours plus loin. C'est ça, Mais aucun candidat va vouloir
descendre le nombre de pays participants à une compétition. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une révolution d'ici demain. Non, Alors pas le de révolution. contre-argument, par contre, il faut absolument qu'on en parle, messieurs, et si, puisqu'on parle de 48-64, c'est que si on n'avait pas eu 48 équipes, on n'aurait peut-être pas eu la magnifique histoire du Cap-Vert, par exemple. On n'aurait pas eu Curaçao. Les petites nations, premièrement. Attendez, deuxièmement, l'intérêt de passer à 64, si vous avez peut-être regardé au niveau des calculs, c'est que maintenant, on prend uniquement les 2 meilleurs de groupe. Fini cette histoire de meilleur troisième qui nous amène à des choses. Rapidement, il suffisait de diminuer la part de l'Europe et de l'Amérique du Sud dans l'ancienne formule et de donner plus de place à l'Afrique et à l'Asie et à l'Océanie. Bon, c'est intéressant. ambitieux. On voit que le débat, pour le coup, là, le débat est un vrai débat. Juste avant de le clore, j'aimerais avoir une pensée pour Christophe Glaise. C'est notre confrère, c'est votre confrère aussi, puisqu'il collabore pour SoFoot. Il faut rester mobilisé. Vous êtes toujours mobilisé et optimiste? Alors, optimiste, j'aimerais l'être. Mobilisé, oui, parce qu'il est toujours, je rappelle, en prison pour avoir simplement fait son travail de journaliste sportif. C'est le point le plus important. On espère que la mobilisation, alors d'abord de l'État français et de la diplomatie française, mais de toutes les personnalités qui peuvent s'y raccrocher. Je pense aux paroles qu'a prononcées Zinedine Zidane lors de sa présentation, qui était très simple et très touchante. On sait qu'il est à la jointure en fait de nos deux pays. Donc voilà, on espère qu'il va bientôt revenir parmi nous pour vivre d'autres compétitions et faire ce travail incroyable qu'il a toujours mené, notamment de reportages très attachés au continent africain, mais pas uniquement, mais très attachés au continent africain. Donc on espère le voir bientôt, on espère bientôt regarder des matchs avec lui. Je suis très triste qu'il n'ait pas vu cette Coupe du Monde, qu'il aurait suivi notamment le Cap-Vert. Je pense que ça l'aurait touché. Mais il faut rester mobilisé parce qu'il faut qu'il revienne parmi nous et bien sûr en priorité auprès de sa famille. Oui, et on espère l'accueillir très vite sur ce plateau dans 64 minutes. Merci à vous trois. On a effleuré quelques passages, enfin quelques sujets, tellement c'est complexe et tentaculaire. Mais merci infiniment d'être